7 septembre 1944. Des Français foncent vers l'est de la France, qui n'est pas encore libérée des Allemands. C'est la 2e division blindée, la division du général Leclerc, qui reprend sa route après la libération de Paris. Elle rejoint la 3e armée du général Patton, que rien ne semble arrêter vers le Rhin. Ces hommes viennent de libérer Chartres, Orléans, Troyes et Reims. Ils abordent bientôt la Lorraine. Sans le savoir, la 2e division blindée se dirige droit vers une concentration d'unités allemandes auxquelles Hitler a ordonné de contre-attaquer. Les Panzers en sont le fer de lance. Bientôt, les hommes de Leclerc vont affronter ses forces dans les Vosges à Dompierre. Ce sera l'un des plus importants combats de chars du front ouest. Une victoire mémorable pour la division Leclerc, une grande fierté pour tout un territoire et aujourd'hui encore, une étape méconnue de la libération de la France. C'est en Normandie, début août, que les 14 000 hommes de la division Leclerc ont retrouvé le sol de leur pays. Cela fait 4 ans, pour certains, qu'ils ont quitté la France après le désastre et l'humiliation de la défaite de 1940. Vétérans de la France libre, vieux coloniaux d'Afrique, ce sont parfois des ralliés du régime de Vichy ou des évadés de France par l'Espagne. Il y a aussi ces marins sans navire souhaitant reprendre le combat. Ils vont servir dans un régiment de chars, le régiment blindé de fusiliers marins. L'homme qui commande cette division de circonstances a tout juste 40 ans, le général Leclerc. 3 semaines après leur retour, ils entrent victorieux dans la capitale, Paris. On était tellement contents de Paris, tellement contents. Ah, c'était le grand radada. On avait toutes les filles qu'on voulait. Ça avait été une ambiance extraordinaire, mais le 7 septembre, quand on a quitté Paris, on était content de partir. On est reparti et on a recommencé à se bagarrer. Pour tous les hommes de la division, Paris libéré, la lutte n'est pas encore achevée. Après l'avance très rapide des Alliés au mois d'août, le front s'étire désormais sur plus de 600 km. Le ravitaillement a du mal à suivre. Patton s'est avancé considérablement en pointe en direction du Rhin. Mais le 4 septembre, par manque de carburant, il se retrouve stoppé devant Nancy et Metz. Profitant de ce répit, Hitler cherche à exploiter l'extrême étirement du front allié et ordonne une contre-attaque blindée en Lorraine. Celle-ci doit partir d'Épinal et viser Reims. 700 chars et 9000 hommes doivent être affectés à cette opération, mais la réalité chaotique du front l'obligera à revoir ses prétentions de moitié. Le 7 septembre, la division Leclerc reçoit ordre de se diriger vers l'est. Elle a mission de couvrir le flanc sud de la 3e armée de Patton, particulièrement faible et exposée. Bien après Bar-sur-Aube, on a commencé à avoir quelques petits problèmes. Et alors là où on a vraiment nous commencé à se faire chatouiller, c'est contre Exéville. On est sorti d'une forêt, on a battu la campagne, on est descendu sur les arrières de Vittel pour arriver en plein milieu. Ça s'est pas trop mal passé. Bon, il y a eu quelques coups de canon, il y a eu quelques chars. Bon, ça arrive, ça. En centre-ville, les Français découvrent un camp de milliers de familles anglo-américaines emprisonnées depuis 1940. Dans l'euphorie de la libération, Leclerc doit rapidement reprendre les opérations car des informations concordantes font craindre une situation difficile. Des renseignements apportent de précieuses indications sur l'ennemi se trouvant face à la 2e DB. Un compte rendu de liaison radio confirme que la division vient de s'infiltrer dans le dispositif allemand. D'autres informations signalent que plusieurs unités blindées arrivent dans la région et se dirigent vers le front. La 2e DB tombe en plein cœur des préparatifs de la grande contre-offensive d'Hitler.
En effet, 2 nouvelles Panzerbrigades vont rejoindre les restes de la 21e Panzer Division déjà en place à l'ouest d'Épinal. Elles sont équipées de chars redoutables, des Panthers, considérés par tous comme l'un des meilleurs engins allemands avec ses 60 mm de blindage frontal sur lequel tout ricoche. Heinz Hartmann, devenu citoyen américain après la guerre, est alors fantassin dans la 112e Brigade Panzer. The Panzer Brigade had 2 tank regiments of 48 or 45 tanks each. That was a real big thing. Made you feel pretty secure riding on one. I was with the Panther Regiment. Anyway, we advanced until night or evening came, and we dug in on the hills on either side of the valley, and the tanks stayed on the bottom in orchards. The village, name of the village was Dompere. Les troupes allemandes s'installent pour la nuit dans Dompere. On a entendu cet immense bruit de ferraille quand on les a entendus arriver. Les maisons tremblaient, les vitres tremblaient tellement c'était important, ces tanks l'un derrière l'autre. Donc ils ont donc traversé Dompere. Il y en a une quinzaine qui sont partis de côté, une quinzaine de l'autre, sur toutes les hauteurs. Hein. Au même moment, dans Vittel, Leclerc donne l'ordre au groupement tactique Langlade, représentant un tiers de sa division, d'avancer le plus loin possible vers la Moselle pour tenter de prendre de court les Allemands. 2 colonnes de blindés progressent sur des axes parallèles vers leur objectif. Elles sont commandées par des soldats d'expérience, les commandants Massu et Maingenet. À Ville-sur-Illon, un petit village au sud de Dompere, la population, inquiète, voit arriver une troupe dont personne ne connaît la nationalité. D'un seul coup, il est arrivé un motard. Tout le monde était rentré chez eux. Nous, on ne bougeait plus non plus, on ne tapait même plus sur les outils. Et puis, le gars qui descend de sa moto, il appuie la moto. Il ne craignait rien, qui dit « C'est les Français qui arrivent !» Oh, ben alors là, ça a été la joie délirante. Hein. On a sorti les drapeaux, tout le monde était heureux, c'était la fête. Les gens sortaient des maisons en criant « C'est les Américains, c'est les Américains !» Mais non, c'était des Français. Sur la route de Dompere, la colonne Massu progresse rapidement. Les vétérans des chasseurs d'Afrique sont en tête. On avançait assez vite, on courait après les Allemands. Il devait y avoir du matériel, on n'était pas sûr. On essayait de flairer un petit peu, tiens, il y a des traces de ceci ou de cela. Tiens, il y a eu des chars, ça laisse des traces. Hein. Massu est venu, il a dit à mon chef de char, je crois que maintenant vous allez passer devant. On était l'un derrière l'autre, bon, disons qu'on laissé une vingtaine de mètres. À chaque virage, chaque bosse, chaque bosquet, vous arrêtez pour regarder. Vous savez, vous êtes dans un char, vous ne voyez rien. Donc on se laisse porter, on réagit aux événements, c'est le chef de char qui commande. À un moment, le chef il dit « Allez, faut la 5e, va plein pot, à fond. » Alors bon, ça allait vite, on a encore fait 2-3 km. Puis je suis arrivé à l'entrée de Dompere, c'était sûrement pas loin du village. Hein. C'était un coin où ça commençait à devenir un peu bizarre. Il y avait un virage, il y avait un bois, il y avait des collines, tout ça, c'était pas un truc trop net. Et puis d'un seul coup, sur le verger, là, ben, on a vu que ça bougeait. Puis quand ça bougeait, ben, ça a tiré, quoi. Le char de tête, Provence, est immobilisé. La colonne est stoppée à 500 mètres de l'entrée du village, sous les feux des Allemands. Comme à chaque progression, le commandant Massu a concentré immédiatement derrière ses véhicules de tête une puissance de feu considérable. Les automoteurs d'artillerie du capitaine Boissin se mettent en position. J'étais avec la section de reconnaissance du sous-groupement Massu, j'étais obligé de réagir aussitôt et surtout de nous protéger. Ma batterie qui suivait derrière, je l'ai mise tout de suite en ordre de pouvoir tirer. Et on a tiré aussitôt au canon sur Dompere.
et sur les abords de Dompierre pour éviter tout mouvement. Les Sherman des chasseurs d'Afrique se déploient pour contrer le danger. Très vite, on distingue les silhouettes massives de chars Panther allemands. Les Sherman ne feront pas le poids. C'est le moment d'engager les chasseurs de chars. 2 tanks destroyers du régiment blindé de fusiliers marins montent au combat. Ce sont les 2 seuls blindés disponibles. Ils sont équipés d'un canon capable de percer des panthères à distance. On ne s'attendait pas, en arrivant à Dompierre, à tomber sur du dur. Absolument pas. Hein. Alors on monte sur la crête, et puis là de notre gauche, alors là moi j'ai rien compris à ce moment-là. Il y a des tas d'obus qui sont venus sur notre gauche, qui passaient devant, derrière, dessus, à côté. Ça pleuvait là, hein. Ça pleuvait. Des balles et des obus et tout, hein. C'est parce que ça tirait de tous les côtés. Hein. Vu le nombre de bouches à feu, il devait être 4, peut-être 5 à nous tirer dessus. On était mal placés, on ne voyait pas très bien où se trouvaient les Allemands, d'où venaient les coups. On ne les voyait pas, ils étaient en position, tir, et puis nous on montait à l'assaut, quoi. Hein. On ne peut pas bien se rendre compte. Ça tire de partout, ça bouge de partout. Personnellement, j'ai senti que ça tournait mal. Ça m'a marqué parce que on recevait des coups qu'on ne pouvait pas les donner. Hein. Il y a un Altrac devant moi qui était touché de plein fouet, qui avait pratiquement éclaté. Il y a un homme qui est sorti en flammes. Oh, je le vois encore, celui-là. Il est sorti en flammes, il s'est assis par terre contre un mirabellier. Et il brûlait. Surveillant l'action au plus près des combats, le commandant Massu dirige ses hommes au feu. Il était présent et il montrait l'exemple. Il ne se camouflait pas, il ne se mettait pas à plat ventre. Hein. Alors, quand vous voyez un officier qui se tient sous les balles face à l'ennemi, debout, sans broncher, ça vous engage plutôt à essayer de l'imiter plutôt qu'à vous planquer derrière une motte de terre. Hein. Rapidement, il fait manœuvrer ses chars en limite de crête pour tomber dans la vallée par plusieurs petits chemins communaux. On était d'un côté-là et on est repassé de l'autre côté. Et de l'autre côté, on est tombé sur les Allemands qui allaient se mettre en place. En montant cette crête, il nous est arrivé un pépin sur le char. J'avais mal pris un fossé, le pignon de tourelle était cassé. Et puis le canon est venu se bloquer contre mon panneau de trou d'homme. On ne pouvait plus participer au combat en tant que canon. On a reculé d'environ 80-100 mètres à l'abri des vues de ceux qui nous tiraient. Et puis à un moment donné, il y a le Tsouplakis, le radio, qui dit « Il y a le feu dans le tabernacle ». J'entends encore cette phrase comme aujourd'hui. Ben, il y avait le feu, oui, parce que j'avais le feu dans le dos. Ils nous ont mis qu'un seul obus dans le char. Un seul obus. Alors bien sûr, il y a eu un problème, parce que quand j'ai voulu sortir, ce n'était pas possible. Le trou était bouché. Moi, j'ai enjambé la boîte de vitesse, tout ça. Je suis sorti. Je me recule de quelques mètres pour prendre une photo du char et l'inconscient, qui était en train de brûler. L'Allemand continue à tirer, mais il tirait mal. Il n'a pas été foutu de mettre un deuxième obus dans le char. Mais il a failli m'avoir parce qu'il a tapé dans la terre, avec un obus de rupture, bien sûr, qui a fait un gros sillon, puis qui m'a foutu en l'air. La photo n'a jamais été prise. Le char morvant détruit, les tanks les plus avancés se retrouvent eux aussi face à un groupe de panthères qui débouchent des vergers vers leur position. Le char corse essuie des tirs qui l'incendient. L'Esterel et le Languedoc ouvrent le feu sur le premier des panthères qui avance à découvert. Dès l'instant où j'ai vu le premier char qui débouchait, j'ai tiré dessus. Bon, j'ai eu la chance de l'avoir au 3e obus, très bien. Mais le 2e char, 7 obus et ça ricoche. Bon, il ne m'a pas loupé. J'ai vu la flamme partir, et puis en même temps, elle était chez nous. Puis alors là, on fait vite pour sortir. Hein. Vous savez, il y a
Le Tourello, c'est comme ça, on a du mal de passer à un homme seul. Bien, vous passez à deux quand c'est comme ça, hein, en même temps. De son côté, les blindés de Majanek quittent Ville-sur-Illon et progressent aussi vers Damas. Il sait que la manœuvre de débordement de Massu a été tenue en échec en limite de crête. Avec plusieurs véhicules détruits et 4 chars hors de combat, la journée du lendemain s'annonce incertaine. Dans ce chaos, les Français vont détruire les 2 premiers panthères de la bataille. L'un d'entre eux avait un rôle majeur dans l'unité blindée allemande. C'est ce char, un des 2 blindés de commandement équipés de matériel radio spécifique. Sa perte privera la Panzerbrigade d'une partie de ses moyens de transmission et de manœuvre. Pour le moment, devant la lueur que dégagent les véhicules brûlants dans les vergers, le commandant Massu ordonne à contre-cœur le repli. Quand il nous a dit qu'il fallait se mettre à l'abri et reculer un peu, on n'avait pas l'habitude de ça. Alors là, on a compris que ça devait être sérieux parce que nous dire de nous replier, c'était pas le tempérament de Massu. Vous savez, quand le colonel Massu est arrivé et a dit « il faut vous replier », j'ai senti un soulagement. Hein. Au crépuscule, les véhicules sont ravitaillés en essence et en munitions. Le PC du colonel de Langlade, commandant le groupement tactique, s'installe à Ville-sur-Illon. Dans l'obscurité, une reconnaissance découvre des mouvements suspects de blindés sur la route d'Épinal. Des sons inquiétants se propagent aux oreilles des combattants. En soirée, on a commencé à entendre beaucoup de bruit. Et on s'est rendu compte que des chars approchaient, on ne les voyait pas encore. On savait qu'il allait y avoir combat, mais d'où les Allemands allaient nous attaquer, on ne savait pas. Et on attendait là. La nuit venue, l'ordre est donné de refluer sur les hauts et de créer une ligne de défense. Les batteries du capitaine Boissin harcèlent les Allemands. Et toute la nuit, on a tiré pour aider les Allemands et surtout pour les détruire. Dans Dompère, les habitants inquiets se sont réfugiés dans les caves. Jamais ils n'ont connu une telle angoisse. On est resté toute la nuit à la cave, hein. Ça a cogné toute la nuit, vous savez. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait le malin, mais nous on était tous dans la cave, personne n'est sorti. Hein. On en disait des prières. Monde. Vous savez, dans des cas comme ça, on se réfère toujours... Dans une cave pas loin de chez nous, un bon communard qui n'était jamais à la messe de sa vie, dites des prières, nom de Dieu, dites des prières. Là, c'est pour dire que tout le monde a l'appréhension de la mort. Quoi. Le jour se lève et rien ne révèle les positions allemandes devant Dompère. Les hommes de la DB savent pourtant l'ennemi très proche. Chacun veille à son poste, cherchant le signe trahissant cette présence. Une trentaine de Sherman et 7 tanks destroyers vont devoir faire face aux 45 Panthers de la Panzerbrigade. Les marins du premier peloton attendent un signe qui dévoilerait leurs emplacements. L'aspirant Sartre, comme il commandait le demi-peloton, il est venu nous chercher. Et puis il nous a dit, regardez là-bas, j'ai l'impression que c'est un char qui est camouflé là. Alors on a regardé, le chef de char, moi dans ma lunette j'ai regardé aussi, je dis oui ça ressemble bien à un char. Alors il dit, ouvrez le feu, on a tiré, et c'est là qu'il y avait des broussailles, il y avait des filets, on n'a pas pu définir, on était trop loin, à 1000 mètres, on ne voit pas s'il y a un filet ou... Et là, il a commencé à bouger, on a commencé à envoyer un deuxième coup, aussi alors là, il a commencé à reculer pour de bon. Et là, le troisième coup, hop, il a sauté, il est flambé. Les Allemands ne tardent pas à réagir. Les tirs d'artillerie s'abattent sur les positions françaises. Le maréchal des logis L'Enfumet est blessé très grièvement. L'explosion de l'obus vous rend sourd avec des acouphènes terribles dans la tête. Alors, vous savez, on n'a pas conscience à ce moment-là. Si je n'avais pas senti du sang couler tant dans mon dos que dans ma combinaison, je n'aurais pas cru être blessé. Les premiers mouvements de Panthère se font entendre dans la vallée.
On s'est dit, ça y est, on va attaquer. À ce moment-là, on aurait préféré aller aux toilettes plutôt que de rentrer dans le char. Vous voyez ce que je veux dire? Peur n'est pas le terme exact, mais ça vous prend aux tripes. On avait une impression de nombre et surtout de puissance qui tout d'un coup arrivait sur vous. Les Allemands, avec leurs panthères, avaient à 1000 mètres, ils nous perforaient, tandis que nous, il fallait qu'on s'approche à peu près à 300-400 mètres. Les positions des Allemands se dévoilent enfin par leurs tirs. Une première vague d'assaut monte vers les positions françaises, prenant à partie les Sherman qui ne peuvent que subir. Il faut réagir. Et il faut réagir d'abord par l'artillerie avant que nous ne soyons à portée de tirer avec les canons que pouvaient avoir les chars. C'est le rôle de l'artillerie installée entre Damas et Ville-sur-Yon. Commandé par le capitaine Crespin, ces artilleurs aguerris sont renforcés pour l'occasion par 2 unités américaines. Les batteries d'artillerie tireront jusqu'à 2500 coups en 36 heures. Moi, j'ai donné les renseignements que je pouvais avoir sur la vue, car on les voyait à vue, là où j'étais. Je disais même, tirez 100 mètres de plus, 50 mètres de moins, 200 mètres. Je vous garantis que le 12e chasseur et les tirs d'artillerie ne laissaient pas beaucoup de répit à ceux qui étaient en face de nous et qu'on se réjouissait dès que l'on voyait un char allemand était brûlé ou décapité. C'est à ce moment qu'apparaissent dans le ciel 12 chasseurs bombardiers américains Thunderbolt. Alors à ce moment-là, les Thunderbolt ont piqué. On croyait même que c'était sur nous. Quand l'aviation est intervenue, il devait être à 500 mètres à peu près. Et ils ont piqué et pof, automatiquement, il y a une grande fumée noire à côté de nous. C'était le char allemand qu'on n'avait pas vu qui était à côté de nous. Il y en a qui vont dire, c'est beau, mais c'est impressionnant. À 8 heures, c'est la première des 4 attaques aériennes de ces avions surpuissants. Armés de 8 mitrailleuses lourdes et de 900 kilos de bombes, ils vont jouer un rôle décisif dans la bataille. Les Thunderbolts, on les voyait venir de derrière nous, on les voyait très proches. Puis tout d'un coup, ils piquaient, je les voyais disparaître littéralement derrière la crête, et puis quelques secondes après, revenir en sursaut, etc. Après, ils étaient lâchés leur bombe. Ils piquaient sur les chars, et au lieu que de nous mettre à découvert, c'était eux qui allaient les abattre, les faire sauter. Nous, ça nous réjouissait, mais les Allemands, pour eux, c'était différent. Les Allemands subissent de plein fouet cette première intervention aérienne qui désorganise les unités. Quand les avions repartent, plusieurs véhicules flambent et 2 nouveaux Panthers s'ajoutent à ceux détruits la veille. These aircraft came, there was no anti-aircraft fire. We didn't have any anti-aircraft protection in the brigade. And attack the tanks was a terrible sight that we saw from our foxholes who didn't attack us. L'intervention de l'aviation n'est pas due à la providence, mais à la mobilisation de tous les échelons de commandement de la division qui, conscients de la menace devant Dompierre, ont demandé aux Américains, dans la nuit, un appui aérien prioritaire sur le périmètre. Cette réussite est surtout l'œuvre d'un homme, le chef de la cellule Air Support, le commandant De Persson. Alors De Persson a réussi quand même à accrocher la base américaine, qui elle s'est mise aussitôt en contact avec un char américain qui était avec nous et qui était un char de l'Air Support avec un colonel qui s'appelait le colonel Towers, qui lui avait tout le matériel radio à bord pour pouvoir accrocher ses avions et les diriger. Et on avait 2 chars qui étaient équipés d'appareils radio et qui me permettaient d'être en contact avec les avions qui étaient des avions américains à ce moment-là. Mon rôle et notre rôle, c'était de recevoir des informations et d'essayer ensuite de contacter les avions américains et de les diriger sur l'objectif qu'on m'indiquait. J'avais une carte, je savais où nous étions, on me disait où était l'ennemi,
et je leur donnais l'objectif. Dans cette action, les chasseurs bombardiers ont été parfaitement coordonnés avec les troupes au sol, ce qui est encore inhabituel pour l'époque. Là, vraiment, j'ai fait quelque chose que je pense être très utile. C'était ça mon sentiment. Profitant du répit qu'offre cette première intervention aérienne, les hommes de Maingenais ont poussé leur véhicule vers Damas et coiffé le carrefour de Maison Rouge pour couper toute retraite aux Allemands par la route d'Épinal. Les attaques des Panthères se concentrent vers le sud sur 2 axes, puis vers le carrefour de Maison Rouge, qui subira plusieurs assauts dans la journée. En parallèle, le commandant Massu fixe l'ennemi devant Dompierre pendant qu'il déborde le village par les bois au nord-ouest. L'encerclement a commencé. Bientôt, les Allemands seront pris au piège. J'avais chargé la 7e compagnie de masquer un mouvement débordant. Je profitais de ce qu'il y avait des bois sur ma gauche, sur le nord de Dompierre, pour infiltrer la 5e compagnie et doubler Dompierre par le nord, l'ouest et le nord, et prendre comme objectif le cimetière de Dompierre, qui était sur la côte, la crête en face. Et ma 7e compagnie devait rester face à moi, mais sans s'engager sur la lisière sud de Dompierre. Les fantassins du régiment de marche du Tchad progressent dans les bois au nord-ouest du village. Le seconde classe Auvray ouvre le chemin. L'avantage d'être en pointe comme ça, d'être éclaireur, c'est que vous voyez le premier ce qui se passe. Alors pour moi, qui l'ai fait quelques fois quand même avec mon ami Aquaviva, on aimait bien ça parce qu'on voyait tout de suite. Et alors, quand vous voyez tout de suite, ils ne s'y attendent pas en face. Mais il faut y aller, des russes dessus, quoi. Mais on s'habitue. L'objectif est la route de Mirecourt. Pour atteindre le passage à niveau de Lavierville, le petit bourg jouxtant le centre de Dompierre. Je savais que j'allais au passage à niveau. Après ça, on vous dit, vous avez atteint ça, maintenant il faut aller au cimetière. Bon, ben alors, c'est comme ça, mais c'est au coup par coup, puisqu'on ne sait pas si... Ce sera d'ailleurs difficile, enfin, on peut prévoir l'objectif à l'avance, mais celui qui est devant, il n'est pas sûr d'y arriver. À l'approche de la lisière du village, les hommes sont pris sous un feu intense. Là, on était pris par des mitrailleuses et puis des fusils mitrailleurs. Bon, bah, puis ça a ricoché dans tous les coins. Et là, il faut dire que l'artillerie du 40e Rana nous aidait, parce que dès lors qu'ils prennent aussi des pruneaux, ça les fait réfléchir. On s'est bagarré pendant 300 ou 400 mètres avant de prendre la route du cimetière. Les cailloux volaient, les pruneaux volaient, enfin tout volait. Les balles ricochent sur la terre, bah, vous vous tournez à demi-tour de ce côté-ci ou de l'autre. Vous retrouvez les instincts primitifs, j'ai l'impression, dans ces cas-là. Ça pète de partout, qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut y aller ou alors claquer. Il faut avancer, alors même si vous avez un copain blessé à côté, bah, vous êtes obligé de donner les premiers soins et vous partez. C'est vous, c'est lui, c'est un autre. Vous n'avez pas le temps de s'arrêter. À 11h, les marins du RBFM et le commandant Massu assistent au 2e carrousel aérien de la matinée. Les 12 appareils américains de cette mission prennent pour cible le centre du village où l'infanterie allemande et les blindés se sont retranchés. De nombreuses maisons sont la proie des flammes. Celle de la famille Bresson menace de s'effondrer. Le père décide de quitter la cave familiale pour se réfugier chez la voisine, Madame Nagel. Mon père avait tout programmé en disant on a 25 secondes pour arriver jusque chez Madame Nagel. Quand je suis sortie, les escaliers du bureau sont arrivés en flammes à mes talons. Il y avait le char qui était contre la maison, qui avait explosé dans la maison. Il y avait tous les Allemands dont les corps brûlaient et les balles de mitraille
qui serpentait sur la route, qui crépitait. Nous sommes passés dans ce brasier humain. Les Allemands se retournaient et criaient Mutter. Mutter, c'était des tout jeunes Allemands. Certains avaient les ventres ouverts, plus de membres, d'autres plus de tête. Enfin, on est arrivé en voyant ce désastre tout de suite chez nos voisins les plus proches. C'était atroce. Devant Dompère, les fantassins de Massu se sont engagés trop loin dans le village. Ils sont pris sous un feu nourri des Allemands qui les ont volontairement laissés s'approcher d'eux. Le sergent Danon Boileau est envoyé pour transmettre l'ordre de repli du village. Il trouve la section du lieutenant Guigon, un jeune officier devenu rapidement une figure du régiment. Je suis arrivé vers la maison qu'on m'avait vaguement désignée. Je vois se replier la section de Guigon. Et bon, je dis, bien vous prévenir, on demande que vous vous repliez en vitesse. Et j'entends brusquement toucher. Alors je me retourne, effectivement, Guigon était par terre. J'essaye de voir où il est blessé. Et en réalité, il était blessé à l'aine, au ventre, je ne peux pas vous préciser. Et je fais une compression. Et à ce moment-là, il était allongé par terre, il se redresse. Il dit, oh, j'ai fait un drôle de rêve. Et il est retombé mort. Entre le moment où il a crié « touché », où je suis arrivé, où il est retombé mort, il n'y a pas eu 3 minutes. Enfin, ça a été d'une rapidité tout à fait surprenante. Dans cette action, la section Guigon perd 5 hommes à l'entrée du village. Au sud-est de Dompère, la situation est particulièrement difficile. Les Allemands ont réussi à percer les lignes françaises, prenant même à partie directement les batteries d'artillerie qui se retrouvent ainsi à découvert. Les chasseurs d'Afrique et les marins tiennent bon. Les tanks destroyers vont vider plusieurs fois leur soute à munitions d'une 50aine d'obus. Ça, Damas, on a tiré, c'est l'endroit où on a tiré le plus. Ils sortaient de partout, les chars. Et ils traversaient toujours ce champ, là, ce pré, là, ils traversent pour aller se cacher dans le bois. Il y avait un bois à côté. Et ils allaient se cacher dans le bois. Ah, on n'arrêtait pas de tirer. Je vous dis, on était noirs par la fumée. On était noirs, On n'arrêtait pas de tirer, on n'arrêtait pas de tirer. Ils attaquaient de tous les côtés. On sentait qu'ils voulaient passer, ils voulaient passer, il n'y a rien à faire. Malgré les pertes, les Allemands persévèrent et la pression s'accentue. À Maison Rouge, au niveau de la route d'Épinal, les hommes sont pris sous plusieurs feux. Ils entendent avec angoisse les panthères monter vers eux. 2 tanks destroyés du RBFM arrivent pour tenter de rétablir la situation. Quand nous avons pris la route pour prendre position, on a vu arriver la panthère sur la voie de chemin de fer. On a tiré dessus et on l'a mouché du premier coup. On a repris notre route. Nous sommes allés prendre position en haut sur le monticule, et là on a vu une panthère en dessous. Elle avait le canon dirigé sur la route de Damas. Alors on lui a tiré de coups, on l'a touché, et notre officier voulait absolument qu'elle flambe. Il y avait 3 ou 4 canons là qui étaient camouflés et qui nous tiraient dessus à chaque fois qu'on se représentait en défilement de tourelle. Je me demandais si on allait se tirer de ce pas-là. On entendait les obus passer, on n'avait pas de protection dessus, on avait juste le temps de tirer et puis de nous remettre à l'abri du vallon. Alors il a fallu qu'on monte 11 fois pour qu'elle flambe, jusqu'à temps que la panthère explose. De chaque côté du carrefour de Maison Rouge s'élèvent des colonnes de fumée. Les Allemands ne sont pas passés. Et j'ai dit à un camarade, je lui ai dit, tu vois, je crois bien que nous sommes là, nous sommes encerclés. Il m'a répondu, pas du tout. Il me dit, je suis défaitiste. J'ai dit, non, je ne suis pas défaitiste, mais je me sens bien. Puis l'officier est arrivé en nous disant de faire bonne garde, parce que nous étions encerclés. Et malheureusement, à ce moment-là, il ne restait plus que 3 obus dans le char. Entre 13 et 15 heures, les Allemands, sonnés par la 3e intervention aérienne, ont marqué une pause devant Damas. Les combats d'infanterie ont cessé à l'entrée de Dompère et la 5e compagnie a atteint le cimetière qui domine le village.
plus rien ne bouge. Les carcasses des panthères brûlent sur les coteaux. Les attaques à Maison Rouge ont stoppé. La situation semble se stabiliser, mais sur les arrières de la division à Ville-sur-Illon, on perçoit des bruits de moteurs et de chenilles de blindés. Une colonne de chars allemands approche du village. Pour faire face, le PC a comme seule défense son peloton de protection. 2 chars légers et une poignée d'hommes, des FFI recrutés hâtivement à Paris. Un seul Sherman est disponible, l'Auvergne, le char personnel du colonel de Langlade. Il est envoyé en urgence à la sortie du village. Le colonel vient me voir, il avait un bout de papier dans sa main, et il me dit, Montbrison, mets-toi en bouchon sur telle route. J'exécute l'ordre qu'il m'a donné, je me suis mis en bouchon. Ça signifie d'arrêter l'ennemi qui vient. Mais on ne savait pas quel était l'ennemi, on ne savait rien. Il avait installé un fusil mitrailleur juste dans sous un petit égout. Et puis il y avait une autre mitrailleuse qui était installée sur une meule de paille. Je m'étais planqué plus ou moins à côté d'une meule de foin pour garder la visibilité, si vous voulez, de la route et d'un bout de forêt qui se trouvait à probablement environ 1 kilomètre de Ville-sur-Illon. L'Auvergne attend. C'était lui le mieux. Et il voyait venir entre les bois. Puis il était bien caché et tout, comme il faut. C'est là que ça a commencé. Moi, j'étais couché. J'étais dans le fossé, juste devant. Il y avait une bande de gens qui étaient sur le bourg, juste à l'entrée du village. Hein. Quand on est gosse, on n'a peur de rien. Alors on regardait partout. Et puis il y avait un capitaine qui avait dit, mais ne restez donc pas là, il arriverait une automitrailleuse ou quelque chose en plein, il tirerait une rafale, il y aurait au moins 50 personnes de bousier. Il n'avait pas sitôt dit ça, l'automitrailleuse se présente, l'autre saute dedans, tire sur le cordon, pouf, l'automitrailleuse, un obus en plein dans le réservoir devant, la chenille, toute la voiture a éclaté. Et on a tiré un obus explosif qui a réduit en charpie la voiture et ses occupants. Ah, mais il n'a pas manqué, il a tiré qu'un obus sur l'automitrailleuse. J'avais très peu d'obus dans mon char. Est-ce que c'était faute de ravitaillement américain ou est-ce que j'avais donné des obus à d'autres chars qui auraient eu besoin de munitions? En tout cas, je me suis retrouvé là avec quelques obus explosifs et un seul obus perforant. Un char est arrivé en sortant du bois, il est arrivé en travers, je me souviens. J'ai donné l'ordre de tirer avec le perforant entre la tourelle et la caisse du char pour bloquer la tourelle. Ça a eu un certain effet puisque le char a été bloqué. 2 Allemands sont sortis du char. Un est sorti en bonne forme, l'autre blessé. Et l'Allemand a pris son copain, l'a allongé, lui a mis la tête sur les genoux. Et là, j'ai dit à mes tireurs, ne tirez pas, ne tirez pas. À ce moment-là, un deuxième char est arrivé et j'ai tiré qu'un explosif. Un explosif qui, dans les chenilles, qui a dû bloquer le char. Et tout d'un coup, c'est l'infanterie qui est arrivée. Et là, j'avoue que j'ai pris peur parce qu'il y avait, je ne sais pas, une centaine de fantassins qui couraient dans le champ. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire contre tous ces fantassins, hein? La situation est critique. L'ennemi attaque en force. 2 chars alertés en urgence, le Dunois et le Champagne sont envoyés en renfort pour défendre les accès du village. On est arrivé en bas, le Dunois s'est mis en place, très bien en place. Moi, je suis parti à droite et j'allais monter en défilement de toile quand un officier d'état-major est arrivé et m'a dit « en avant ». J'ai dit « moi j'obéis à mon chef de peloton ».
qui était l'aspirant nouveau, qui a été obligé d'obéir. Mais je savais très bien ce qui allait se passer, à tel point que tout mon équipage a giclé. Moi, je suis resté dedans, je conduisais. Ils avaient tous compris que la manœuvre que coordonnait cet officier d'état-major, c'était perdu. Et ça n'a pas raté. Arrivé en haut, un premier coup dans le réservoir d'essence, qui heureusement est passé en dessus les caches culbuteurs, ce qui m'a permis de reculer. Puis un deuxième coup dans le barbotin de gauche, et le char a commencé à cramer. La seule chose que j'ai sauvée, c'était entre les deux barbotins de devant, il y avait une caisse de cognac. En sautant, j'ai arraché la caisse de cognac, qui a cuit un peu, mais on l'a retrouvée. C'est en tout une quarantaine de chars et plusieurs centaines de fantassins allemands qui montent à l'assaut sur le village. Toute la vallée s'embrase et l'infanterie allemande se répand sur les coteaux. Les pertes sont déjà lourdes côté français et il n'y a plus qu'un seul Sherman pour barrer la route à cette masse déferlante que rien ne semble pouvoir arrêter. La bataille va se déplacer sur les flancs du village, vers le bois de la Vierge. La situation semble désespérée quand 2 tanks destroyers arrivent sur la position. Ils viennent de réapprovisionner en munitions pour la 3e fois de la journée. Les Allemands montent de tous côtés vers eux. Alors là, il y avait du monde. J'étais constamment à ma lunette et puis je quittais pas ma lunette. Et je me rappelle toujours, j'avais dit au chef de char, moi je vois les types qui montent sur nous là. Et il me dit, je vois rien. Ah oui, mais c'est vrai, oui, il me dit, je les vois. Je voyais le schéma, il les voyait. Et c'est là qu'on a commencé à tirer l'explosif. Alors là, j'en ai vu des têtes, des bras sautés, et c'est ça qui nous a sauvés, parce qu'autrement, parce qu'on n'était pas nombreux, je crois qu'on n'était que 60 en tout. Il y avait 4 chars français, 3 jeeps et ma section, c'est tout. On était 65-70 français. Il y a eu un combat sérieux. Alors là, ma section, on a eu de la casse parce que on était les seuls fantassins. Hein. Au même instant, à Dompère, les Allemands ne bougent plus. Ils ont évacué la place du village et se sont retranchés dans l'est du bourg. C'est le moment où interviennent pour la dernière fois les chasseurs bombardiers américains. Cette fois-ci, ils sont armés de roquettes, une puissance de feu redoutable. Malgré la menace de quelques tirs anti-aériens allemands, cette 4e attaque va faire basculer définitivement la bataille vers la victoire. Les avions américains m'ont impressionné. Ils descendaient très bas. Les projectiles étaient lancés à très courte distance, juste avant la ressource. J'ai vu des chars touchés comme ça, mais j'avoue que c'était impressionnant. Je les voyais piquer, puisque j'étais éclaireur de tête, je les voyais piquer à 100 mètres quand même devant. Fallait pas se tromper. Hein. Ah ben, ils étaient un peu énervés là aussi. Ils voyaient des chars un peu partout, et en conséquence, c'était celui qui en démolirait le plus. C'est un peu jouissif quand vous risquez votre peau et que vous voyez que les autres, ils en prennent plein la tirelire. Well, the thing that stays in my mind was a tank and the crew comes out and catches fire, the uniforms catch fire, and they drop to the ground and roll around, but couldn't one guy, you know, terrible sight, see a human being burned to death. Les chasseurs américains, une fois tirés leurs roquettes sur Dompère, interviennent en urgence de tout leur feu dans les champs de Ville-sur-Yon. Il était temps. Les premiers Allemands s'apprêtaient à submerger les défenseurs français. Les pertes allemandes pendant ces journées seront estimées à près de 350 tués et 1000 blessés. Le dernier acte de la bataille va se jouer au cimetière de Dompère. Les hommes du commandant Massu et les tanks destroyers du lieutenant Durville attendent.
Le chef de char du Sirocco, le second maître Crockenberger, guette les chemins et les accès du village. C'est dans cette direction que doivent fuir les derniers panthères prisonniers de la vallée. On attendait toujours le bruit des bruits des chars comme ça, puis alors le chef de char, Crocken, il était vexé qu'on n'avait rien fait de la journée et il voulait absolument avoir sa part du gâteau aussi. Hein. C'est après le dernier assaut de l'aviation que les Allemands se sortiraient. Et ils ont pris cette route. Dès que je les ai vus, j'ai commencé à tirer. Hein. Puis alors, les deux premiers, ils ont flambé presque aussitôt. C'est la troisième qu'on a tiré beaucoup dessus, quoi. Ça fait que le quatrième, là, qu'on ne voyait pas, il nous a repérés. Hein, parce que à force de tirer, on est repérés aussi. Hein. Le chef de char, qui voyait que j'étais intéressé, que je semblais intéressé par ce qui se passait, et il me dit « Voulez-vous les jumelles ?» J'ai dit « Oui ». Il m'a passé ses jumelles. Et je me suis accroupi devant la chenille avant gauche du char, que j'ai vu le prono partir et suivi la trace rouge jusqu'à ce qu'il arrive au but. Alors là, évidemment, les Allemands ont sauté du char, le char a été touché. Et puis, la joie a été de courte durée, puisque à ce moment-là, il y a un char allemand qui a répliqué et il a tiré sur la tourelle du Sirocco. L'obus est passé et il a ricoché sur la tourelle. Et moi qui n'étais pas très loin, j'ai vu la flamme. Je ne savais pas qu'il nous avait touchés. J'ai dit, il n'est pas loin celui-là. Je disais au chef de char, il ferait peut-être mieux qu'on change de position, quoi. Hein. On a eu une chance, là. Il y avait l'équipage et moi qui étais à côté, de s'en sortir. Vous vous rendez compte? Mais avec la nuit qui tombe, toute menace n'est pas encore écartée. À Ville-sur-Yonne, une décision tragique vient d'être prise. Les Leclerc vont abandonner le village. Sans infanterie, ils ne peuvent pas tenir le secteur dans l'obscurité. Les habitants qui se croyaient libérés se préparent au pire. Dans la nuit, des tirs d'artillerie incendient l'entrée du village. Les blindés allemands rentrent dans les rues et tirent sur tout ce qui bouge. Tout ce que j'entends, c'est l'arrivée des chars. L'arrivée des chars, c'est un roulement. Et c'est ça restait dans mon oreille, quoi. Hein. Le bruit des chars, ça c'est effrayant. Hein. D'un seul coup, plus rien. On voit monter une fusée. Ils ont eu peur, ils ont dit « Oh, l'armée Leclerc est là, en train de nous attendre là au-dessus de la côte, entre Damas et Ville. Ils vont nous coincer là. » Puis ma foi, et voilà reparti. À Dompierre, les Allemands ont également profité de la nuit pour battre en retraite. Les Français contrôlent maintenant l'ensemble du champ de bataille. Ils peuvent dénombrer une quarantaine de carcasses de chars. La division Leclerc vient de remporter l'une de ses plus éclatantes victoires. Le bilan, obtenu à parts égales entre avions américains et blindés français, est impressionnant. Il est le fruit d'une parfaite coordination entre une habile manœuvre au sol et un appui aérien bien dirigé, qui ont rapidement désorganisé une unité allemande fraîchement formée. Face à eux, les hommes de Leclerc, qui pour la plupart n'avaient qu'un mois d'expérience au combat, ont montré la valeur de leur encadrement et la qualité de leur entraînement. Les marins du RBFM, en particulier, ont su parfaitement tirer parti de leurs tanks destroyers. On a vu qu'on avait appris à se battre, à manœuvrer nos chars comme il fallait, à tirer comme il fallait, et c'est ce qui a fait que ça nous a donné un succès. Ça se présentait mal, et ça s'est bien fini finalement. Quand on est soldat, il faut avoir de la chance. Si vous n'avez pas de chance, vous y restez. Hein. Vous y restez. Dans l'histoire des combats de chars, Dompierre n'est bien sûr en rien comparable aux gigantesques batailles livrées en Russie. Mais les historiens militaires américains ne retiendront pas moins ce fait d'armes comme l'une des pertes de chars les plus sévères infligées aux Allemands en une seule journée de combat sur le front ouest. La 112e brigade Panzer a perdu 69 chars. Elle disparaît de l'ordre de bataille allemand. We had lost most of our tanks. We had something like 8 tanks left out of the almost 50 and retreated with the tanks.
Privé de ses bases de départ et d'un tiers de ses moyens, le commandement allemand ne peut qu'engager ses dernières unités que de façon isolée, sans enjeu stratégique. Elles connaîtront ainsi le même sort funeste face aux troupes américaines, désormais alertées. Patton, averti de la victoire hors norme des Français, souhaitera venir survoler le champ de bataille pour constater l'étendue des dégâts infligés aux blindés allemands. À Dompierre, un jeune officier, le lieutenant Bayou, parcourt les restes du champ de bataille et se remémore les 4 années passées depuis la défaite et l'armistice de 1940. L'émotion intense qu'il éprouve est celle de tous les hommes de la division ayant connu cette époque. Au soir de cette chaude journée du 13 septembre, j'ai parcouru en jeep ce terrain couvert d'épaves éventrées et encore fumantes. C'est avec un mélange d'une intense émotion et d'une grande joie que j'ai alors songé un autre 13 du mois, au 13 mai 40. Nous n'étions plus qu'une poignée de camarades rescapés de la bataille du corps de cavalerie en Belgique, comptant les quelques chars semois qui nous restaient tous couverts d'impact faisant l'appel des morts et des disparus. Et voilà qu'après 52 mois, après l'horrible débâcle de 40, la honte de la défaite, l'amertume de l'occupation, les années de séparation, la Providence m'offrait ce spectacle à la fois cruel et grandiose comme une revanche méritée. À Paris, mon pilote au soir du 25 août 44 m'avait dit « Après cela, on peut se faire descendre ». Cela aurait